Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans cette 88e émission du Clubhouse de Dribble. Ça y est, le championnat de BGL League est en pause puisque la mi-saison est arrivée. Pour parler de ce qui s'est passé lors de cette 15e journée, j'ai avec moi sur le plateau mes acolytes, à commencer par Boris Saint-Jalm, le journaliste. Bonsoir. Salut Marco, effectivement, repos forcé pendant 2 mois, mais du coup on a profité de ce dernier week-end pour regarder un peu tout ce qui se passait à droite à gauche, avec quelques surprises notamment, donc on va parler. Absolument, on va y revenir. Il y en a un qui est en PLS, il est triste parce qu'il a assisté à son tout dernier match de BGA League, en tout cas pour 2025, puisqu'il va voguer sous de nouveaux horizons à partir de 2026. C'est notre stagiaire Thomas Kaufmann. Bonsoir Thomas. Bonsoir Marco, moi je suis en train de faire mon deuil petit à petit. J'ai quitté les terrains de BGL, pas encore le plateau du Clubhouse. Je suis encore là pour une petite émission et quelques autres à venir. Mais oui, bien sûr, t'inquiète pas, il y en aura encore 2 autres après. Et celle-ci, elle est un peu spéciale puisque nous recevons un invité belge. Il a 40 ans, il a fait la majeure partie de sa carrière de joueur en Belgique, après avoir été à l'école de foot du célèbre centre de formation de Braine-l'Alleud. Puis à l'AS Nancy-Lorraine. Il a porté le maillot des Diables Rouges en U17. Il a joué entre autres pour Tubize, Charleroi, Antwerp avant d'atterrir au Grand-Duché, d'abord à Differdange pendant 4 ans, puis au FC Wils, où il a débuté comme coach pendant 3 années, prenant la suite de Dan Huet. Il parvient à assurer le maintien des nordistes 3 saisons consécutives. Un passage sur le banc de Namur l'an passé et les revoilà en BGA League aux commandes de l'UN Kergeng 97 depuis cet été. C'est David Vandenbroek, mesdames et messieurs. Bonsoir David. Bonsoir Marco, bonsoir à tous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et surtout après une très belle série de l'UNK. Oui, superbe série et on est très contents, je suis surtout très satisfait pour mes joueurs. J'imagine parce que là en 5 matchs vous avez marqué plus de points que lors des 10 premières rencontres. Oui, le déclic, l'apprentissage de la série qui nous a coûté aussi quelques points lors du début de championnat. Mais on s'est bien adapté, on a surtout gardé le moral. Je pense que c'était le plus important et encore une fois, je risque de me répéter quelques fois, c'est surtout le mérite de mes joueurs qui ont surtout pu garder cette motivation et continuer de travailler dans un esprit serein et calme. Ah oui, calme et joyeux après avoir tenu en échec le leader Differdangeois lors de la 15e journée de BGA League. On va y revenir justement, puisque au sommaire, nous allons analyser les résultats de cette journée de mi-saison. La remontada de Kergeng au classement, la patte du coach Vandenbroek, le débat sur la course au titre, mais également la mi-saison en PH, en Ligue 1 Dames, des passements de jambes, des passes décisives. C'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Et on débute avec cette 15e journée de BGL League avec en ouverture Progrès Jeunesse Esch, la jeunesse. Et il l'avait dit Manu Lapierre qui voulait avoir au minimum 3 points au cours des 2 derniers matchs. Ils en ont fait 4 puisque la jeunesse est allée s'imposer sur la pelouse du Progrès Niederkorn 2-0. Rosport et le Swift se sont quittés dos à dos, 2 buts partout après une remontada du Swift. Le Rosport menait 2-0. Le Racing et Ostert se sont partagés les points 0 partout. Mamers a concédé une nouvelle défaite face au FC Redange 0-2. Bisson l'a emporté sur le fil alors qu'ils étaient menés 0-1 à la 88e et finalement s'impose 2-1 face à Canèche. L'UNK et donc le FC des 0-3 se sont quittés sur le score nul de 1 partout. Luna Strassen a fait le faux pas de la journée face à un excellent F91 du Delange, 1-4. Et enfin, Mondorf s'est imposé facilement contre l'Union Titus Pétange, 3-0, ce qui donne au classement, alors c'est assez extraordinaire pour être souligné, nous avons 4 équipes qui se tiennent en 3 points en haut de la BGA League. Differdange seul en tête avec 34 points mais ne compte que 2 points d'avance sur ses dauphins Bisson et Strassen. Et Dudelange compte 31 points en bas de tableau cette fois-ci. Mamers est toujours à la peine avec 10 points seulement. Et bon dernier, le 15e, c'est l'Union Titus Pétange avec 11 points. Et Westert et Redange sont actuels barragistes. Alors, messieurs, je ne vais pas vous demander quelle surprise vous a le plus étonné en cette 15e journée de BGA League, puisqu'on va directement parler d'une de ces surprises. Il s'agit de l'UN Kergeng. Avec cette remontada au classement, il y a seulement 3-4 semaines, l'UNK luttait pour ne pas être lanterne rouge. C'était seulement 5 points pris en 10 matchs. Et puis, depuis,
Nous venons d'assister à une série de 5 matchs et 11 points, 3 victoires, 2 nuls, donc 5 matchs que l'UNK est invincible, alors que sur les 2 premiers, il y avait une seule victoire et un enchaînement de très nombreuses défaites. Alors, on a envie de demander à David Vandenbroek, notre invité et le coach de l'UN Kerjeng, d'où est venu le déclic ? De beaucoup de choses. Déjà, je dirais les principes de jeu que je leur demande d'appliquer, que ce soit au niveau offensif ou au niveau défensif, qui commencent à rentrer de plus en plus à force de les travailler. Un équilibre retrouvé aussi. Et puis cet apprentissage difficile de la BGL pour des joueurs qui n'ont pour certains jamais pu évoluer dans cette division. Donc voilà, c'est un petit peu ce mélange de tout entre expérience, travail et le fait aussi, il faut pouvoir le dire, de travailler dans un club qui ne met pas la pression et qui vous accompagne à tous les moments. Ces victoires aussi contre les concurrents directs, ça a dû faire du bien. Je pense la toute première de la série, c'est face à Mamers. Mais il y a eu également au cours de cette mi-saison des victoires contre Pétange, qui est 15e, contre Canèche, qui, alors il y a une place là où on ne l'attendait pas, mais qui était également un concurrent pour le maintien, face à Redange. Quels sont les points qui comptent le plus dans ces matchs à 6 points ? Très clairement, je pense déjà la victoire contre Mamers nous a remis sur les rails, ça c'est sûr et certain. Alors dès le début de saison, on savait très bien, même si c'est un mot que je refuse qu'on se dise dans le vestiaire, Kerjeng doit viser le maintien, tout simplement. Alors c'est clair qu'une fois qu'on sort le terme maintien, on a toujours l'impression de jouer un petit peu avec le frein à main. Donc c'est clairement un terme que j'ai banni du vestiaire. Voilà. Maintenant, pour être tout à fait franc, dès le début de saison, en connaissant la mission qui est la nôtre avec le staff et le groupe, on a en fait créé 2 classements. Un classement avec les équipes avec lesquelles on est censé jouer, je dirais, une bonne partie de la saison. Je pense que vous en avez cité quelques-unes, même si certaines prennent parfois un peu plus de points et se retrouvent un peu plus haut dans le classement. Et d'autres que l'on considère un petit peu comme des points bonus, notamment ce point bonus justement contre Differdange hier. Voilà, donc il faut qu'on ait un bon mix dans tout ça, se retrouver en bonne position dans ce classement avec les équipes contre qui on est censé lutter pendant toute la saison dans cette deuxième partie de tableau, et à côté de ça pouvoir aller grappiller de temps en temps un point bonus, voire 3 points bonus contre des équipes qui elles se mêlent plutôt au niveau des places européennes. C'est vrai que quand on regarde un petit peu l'effectif, on s'aperçoit que votre arme principale c'est le collectif. Il n'y a pas par exemple de goléador, on voit que Boutrif et Bellali en sont à 5 buts, Maboiti, Diaye Maison c'est 3 buts. Est-ce que ça montre qu'il y a une vraie cohésion d'équipe, ou au contraire pour toi c'est une piste d'amélioration, il faudrait qu'il y ait ce sérieux buteur ? Non, je pense qu'un club comme Kerjeng, s'il veut rester dangereux devant le but, il doit pouvoir avoir plusieurs joueurs capables de mettre des buts, tout simplement. Je regrette simplement que mes défenseurs n'aient pas un compteur un tout petit peu plus élevé, à l'exception de Largerson qui en a 2. Mais le danger peut venir de partout. Et ça montre aussi qu'on mise beaucoup sur le collectif chez nous, tout simplement. Je veux dire, dans l'approche, que ce soit moi-même ou mon staff, on est en permanence à proximité de nos joueurs. On essaie toujours de trouver le petit critère individuel qui va pouvoir les motiver. En fait, on recherche leur moteur individuel dans un premier temps, et évidemment, on a toujours un discours très positif, un coaching positif avec nos joueurs, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a utilisé quasi la totalité de notre noyau, et ce qui donne aussi autant de buteurs dans notre équipe en fait. Et puis on va parler de la solidité défensive, parce qu'on la doit notamment à la charnière centrale et l'arrivée de Largerson qui vous apporte de l'expérience dans une défense qui est relativement jeune, puisqu'on a eu Baldini qui a 25 ans, Intini qui a 21, Mouchen 20, Lecomte 26, donc si on enlève Lars, on est à une moyenne d'âge de 23 ans. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir un Largerson dans l'effectif ? Alors, donc Lars était au départ un transfert que j'ai voulu. Voilà, c'est le seul entre guillemets qu'on m'a encore permis de faire, en tout cas sur une décision personnelle, avec le staff bien évidemment, parce que je partage tout avec eux. On est dans un travail collaboratif. Bonne pioche. Évidemment, très bonne pioche. On est très content de l'avoir. Il faut pouvoir être honnête. Aujourd'hui, c'est le seul joueur de mon noyau qui a aujourd'hui encore 100% de temps de jeu. Ouais. Hier encore, il joue malade. Il n'a rien avalé de la journée.
Et malgré tout, il est encore sur le terrain, donc c'est encore un guerrier. Et je pense que cette mentalité qu'il arrive à transmettre, pas seulement dans ma ligne défensive, mais également sur l'entièreté du terrain, est vraiment quelque chose qui nous fait énormément de bien. Bon, évidemment, il nous apporte cette expérience. Ce n'est pas un leader naturel, ce n'est pas quelqu'un qui tape du poing sur la table. Il a plutôt une approche, je dirais, beaucoup plus psychologique. Il va aller parler avec les joueurs. Bon, il accompagne évidemment un jeune joueur qui joue à sa droite, mais également à sa gauche. Vous avez parlé de cette moyenne d'âge qu'on avait derrière. Défense qui était, je dirais, très perméable en début de saison. Oui. On a accumulé tout un tas de petites erreurs. Quand je parlais d'apprentissage difficile, je parlais en fait précisément de ça. Toutes les erreurs que l'on a pu commettre dans certains matchs sont payées cash, mais vraiment cash. Donc on a essayé de les gommer, pas forcément en travaillant notre secteur défensif sur toutes les séances, mais plutôt en parlant avec eux, en leur montrant des images. Et là, je dois également remercier mon staff parce que c'est quand même un travail assez lourd de pouvoir découper des images, leur montrer, discuter avec eux, d'essayer de corriger, de préparer parfois des exercices collectifs, parfois individuels. Donc on a vraiment essayé de mettre le doigt dessus sans non plus en faire une fixette, parce que quand vous êtes dans un travail pur défensif, à un moment donné, vos joueurs s'y perdent un petit peu, et puis vous avez vos joueurs offensifs, vos joueurs du milieu, qui à un moment donné commencent à se poser des questions. Tiens, mais quand est-ce que nous, on travaille spécifique, des choses comme ça. On a évidemment beaucoup travaillé dessus, et le fait d'avoir réussi à gommer ces petites erreurs qui se payaient cash nous ont fait énormément de bien, surtout sur cette dernière série. Et puis il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé, on a parlé de l'attaque, on a parlé de la défense, c'est le gardien Gonçalves. Alors tu veux peut-être nous parler un peu de sa prestation, Thomas, toi qui étais dribble hier. David, je vais compter sur vous pour me corriger si jamais, mais on a senti peut-être au début, il y a quelques ballons relâchés, peut-être on a senti, je sais pas si c'était la pluie qui a joué. Il pleuvait très fort avec beaucoup de vent. C'est ça, il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc ça l'a sûrement pas aidé. Mais sur les 2 matchs que j'ai vus sur cette dernière semaine, on sent que c'est un gardien qui amène de la sérénité dans sa défense, qui communique beaucoup, qui joue parfois très haut. Et on dit souvent que le gardien, c'est presque le pilier de l'équipe, puisque c'est le seul qui voit le jeu. Et dans ce sens, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui prend parfaitement ce rôle, qui guide sa défense et qui se montre décisif quand il faut l'être. Et heureusement pour vous, hier, en deuxième période, il n'a pas été beaucoup mis à contribution, notamment dû à l'inefficacité offensive de Differdange. Un gardien qui s'est montré solide sur ces derniers matchs et je pense à un homme sur qui vous pouvez vous reposer. Très clairement. Je dirais qu'un petit peu à l'instar de ma défense, il a dû aussi faire preuve d'un petit peu d'adaptation au début de saison. On n'a jamais remis sa position en question. On a aussi beaucoup parlé avec lui. Il faut savoir que moi, personnellement, j'estime le poste de gardien de but très particulier. J'y attache une énorme importance parce que, comme vous l'avez dit, c'est lui qui voit tout le jeu. Donc, c'est lui qui est censé pouvoir réorganiser sa défense ou en tout cas pouvoir leur donner les informations utiles en termes de positionnement. Mais je considère que le poste de gardien de but, c'est une petite famille à part. Donc, ils travaillent avec leur entraîneur de gardien. Ils sont un petit groupe là à 4, à 5 et on les laisse bosser. Je leur donne simplement les principes, un petit peu le type de match que l'on veut développer les week-ends, et il s'adapte à tout ça. Maintenant, Gonzo, c'est clair, maintenant commence à nous garder des points ou à nous gagner des points, comme on dit. Et je pense qu'un gardien qui est capable de garder des points fait aussi en sorte que son équipe performe. Bien sûr. Alors on parle là d'une individualité, on va en parler d'une figure de l'UN Kergeng cette année. C'est son coach David Vandenbroek. Évidemment, on se rejoint juste après cette petite page de pub. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec notre invité, le coach de l'UN Kergeng, David Vandenbroek. Merci d'être avec nous. David, alors on a pu remarquer que lors de la série des 5 matchs sans défaite, l'équipe de Kergeng avait tendance à alterner les phases de possession, par exemple contre Differdange, mais aussi d'attente à laisser le ballon à l'adversaire pour mieux le prendre en transition. On l'a vu contre Redange et Canèche. Alors c'est quoi la méthode Vandenbroek ? C'est pas quelque chose de révolutionnaire, donc je travaille par l'intermédiaire de principes de jeu. C'est-à-dire je ne travaille pas de système de jeu, je travaille les principes de jeu. Comme ça veut dire que mes joueurs, peu importe le système que je déciderai d'appliquer le week-end, vont toujours pouvoir se reconnaître avec ces clés-là que je vais leur donner. Donc 5 principes offensifs, 5 principes défensifs et 2 principes qui créent en fait le liant entre principes offensifs et défensifs. Bon, qui n'est un secret pour personne, c'est en général le contre-pressing et les transitions.
simplement. Dans chacune des séances, dans la conception des séances, avec le staff, on input en fait 1, 2, voire 3 principes dans chacune des séances, avec bien évidemment une périodisation qui nous permet évidemment de pouvoir savoir exactement quel secteur de jeu on travaille à quel moment. Et en fait, mes joueurs, sans s'en rendre compte, travaillent mes principes dans chacune des séances. Donc ça veut dire que quand ils sont sur le terrain, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire dans toutes les situations. Et à ce moment-là, on peut décider la hauteur d'un bloc, on peut décider de laisser parfois le ballon à l'adversaire, de pouvoir être un peu mieux en possession, de pouvoir jouer que des transitions. Et ça, évidemment, à un moment donné, en fonction du système de jeu à ce moment-là que l'on décide d'appliquer. Comment on fait pour adapter les principes que tu viens de décrire, qui sont ceux de la périodisation tactique, à une équipe de milieu bas de tableau de BGL League? Oui, alors je pense que chaque équipe devrait travailler sur base de principes de jeu. Alors comment l'appliquer? Donc déjà avec une terminologie qui est adaptée à tout le monde, c'est-à-dire de savoir est-ce que j'ai une formation, je n'ai pas une formation, mais je ne fais pas de distinction. J'essaie d'utiliser justement une terminologie qui est simple, avec des mots justes, je dirais, sans en faire des caisses, ni trop rentrer dans le détail. Donc c'est-à-dire on ne survole que les gros sujets, et évidemment on s'adapte aux souhaits du club. Voilà, je veux dire, l'UN Kergeng m'a donné la mission maintien, donc je m'adapte et j'adapte mes principes en fonction du terme maintien, si je puis dire. Mais voilà, c'est juste une question d'adaptation, c'est juste une question de pouvoir être clair avec ses joueurs, clair avec son staff, et de pouvoir leur donner les informations utiles afin qu'ils puissent les utiliser convenablement sur le terrain. Donc en fait, vous travaillez sans qu'ils s'en rendent compte? On travaille sans qu'ils s'en rendent compte. Alors évidemment, on leur a fait une petite présentation en début de saison. Tous ces principes de jeu sont affichés à l'arrière de la porte principale dans le vestiaire, ainsi que nos phases arrêtées. Comme ça, ils ont constamment ces informations sous les yeux. Ils passent devant sans forcément s'en rendre compte. Mais s'ils cherchent un petit peu et qu'ils regardent nos séances, de temps en temps on leur donne l'information, parfois on ne leur donne pas, mais systématiquement ils sont dans nos principes de jeu. Et ce qui permet en fait de les traduire directement sur le terrain le week-end, parce que pour eux ça devient naturel. Il suffit un petit peu en fait de regarder les derniers buts, encore celui d'hier. Donc voilà, par exemple dans mes principes défensifs, il y a le fait d'être au contact. On voit que sur le dégagement de Differdange, Largerson est directement en dessous du ballon. Le fait de pouvoir avoir une bonne gestion des espaces, ça veut dire aussi pouvoir gagner des deuxièmes ballons, et on savait que c'était important contre ce 3-4-3 de Differdange de pouvoir les avoir. On gagne le deuxième ballon, puis ensuite à un moment donné mes attaquants viennent, donc j'ai un point de fixation, on est de nouveau là au deuxième ballon, et puis il n'y a que de la verticalité, donc c'est-à-dire on est plutôt dans une phase de transition. Alors à ce moment-là, et en fait, ce but ne traduit que ce qu'on travaille à l'entraînement, tout simplement. Donc pour ça, c'est vraiment à la fois une fierté en tant que staff, mais surtout une fierté pour eux, je pense. Parce qu'en fait, quelque part, vous leur donnez les clés de pouvoir être dangereux, même contre le champion sortant. En fait, à la fin du compte, et ça c'est vraiment un principe que moi, j'essaye quasiment de m'obliger, j'essaye pas de formater les joueurs. Donc, c'est-à-dire, je leur laisse une totale liberté en termes de créativité. Je ne vais jamais leur dire, voilà, je veux que la passe aille là, puis ensuite que ce déplacement-là se fasse. Non, je laisse cette créativité-là. La seule chose qui m'intéresse, c'est de pouvoir créer un joueur plus intelligent. Donc, c'est simplement de pouvoir leur donner suffisamment d'outils que pour pouvoir s'auto-gérer sur le terrain. Alors, ça ne fonctionne pas toujours. Tu me dises comment faire pour créer des journalistes plus intelligents. Ouais, excuse-moi. Je réécrirai quelques principes alors s'il faut. Non, mais bon, voilà, c'est un travail qui est bien évidemment prenant, parfois stressant. Et là-dedans, je veux dire, dans la situation qui était la nôtre il y a encore quelques semaines, vous devez en plus de ça supporter sur vos épaules avec le staff et tout le club une certaine pression. Oui. Aussi à un moment donné, et pouvoir protéger vos joueurs de ça pour qu'ils puissent évoluer dans un climat je dirais, favorable à la performance, en fait, tout simplement. Tu en as parlé à plusieurs reprises, les coups de pied arrêtés, le fait que tu aimerais bien que tes défenseurs ils marquent un peu plus. À quel point, à ce niveau-là, est-ce qu'on travaille les coups de pied arrêtés, où on sait que c'est à peu près 30-35% des buts en moyenne? Alors, ça fait partie de la présentation que j'avais faite au club quand on s'est rencontrés. C'est clair que 30-35%, c'est plus ou moins la tape, je dirais, pour les phases arrêtées. Ça dépend aussi un petit peu des profils de joueurs. Bon, j'ai un Largerson, bizarrement, qui aujourd'hui est le seul de mes défenseurs à avoir marqué avec 2 buts. J'espère ne brusquer personne si j'en oublie un, bien évidemment. Et pourtant, il estime lui-même ne pas être un bon joueur dans les 16 mètres offensifs. Avoir un jeu de tête défensif et un jeu de tête offensif, c'est deux choses qui sont totalement différentes. On les travaille, mais malheureusement, on ne peut pas consacrer des séances entières à ça parce qu'on n'a pas suffisamment de temps ensemble, sans compter que la période dans laquelle on est, je dois l'avouer, ça fait maintenant, je pense, 2 semaines qu'on n'a plus
plus pris le temps de les travailler, mais parce que les conditions météo aussi nous en empêchent et que ça ne donne pas envie aux joueurs, tout simplement. Donc voilà, mais c'est vrai que on estime qu'il faut pouvoir la travailler au moins une fois semaine, quasiment sur une séance quasi complète, en fin de compte, quand on voit l'importance des buts de surface arrêtés. Bon, il y a une chose qui reste sexy à l'UN Kerjeng, c'est la pelouse. Alors déjà, celle de Ville, c'était pas un champ de patates, mais alors l'herbe de Kerjengen Dribble, c'est vraiment un billard. Est-ce que ça change et ça facilite les choses dans la création de ton fond de jeu et notamment dans la construction? Tu parlais de créativité. Oui, très clairement. Donc, en fait, je ne choisis que les clubs avec des beaux terrains. Non, je dis n'importe quoi parce qu'à Namur, c'était plutôt un champ de patates. Non, bon, voilà, c'est évidemment un plaisir de pouvoir travailler dessus. Bon, c'est vrai que le terrain, il est magnifique. Bon, on le respecte aussi énormément parce que vous avez les jardiniers qui sont là derrière vous, donc pas de piétinement pas de dans célébration certaines zones. sur les genoux là. Voilà, donc on doit évidemment pouvoir composer avec ça. Vous dire que je ne me suis jamais fait taper sur les doigts par justement les jardiniers ou ma direction par rapport au fait que j'allais un peu trop souvent parfois sur le terrain, ce serait vous mentir. On compose avec. Voilà, mais c'est clair qu'avoir une bonne pelouse vous permet de pouvoir entrevoir pas mal de choses en termes de construction, fond de jeu, déplacement sur le terrain. Donc c'est clair qu'on bosse pas mal ça. Maintenant, tout dépend un peu le genre de rencontres dans lesquelles on va rentrer aussi. Je préfère être bon que beau. Donc, à un moment donné, ce sont toujours les points qui sont déterminants. S'il faut laisser le ballon à l'adversaire, je le laisserai. Si derrière, ça me permet quand même de toute façon de gagner. Donc voilà, mais on travaille cette double facette, hein. Donc vous l'avez dit, phase de possession, phase plutôt je laisse le ballon à l'adversaire et je ne joue que sur des transitions. Ouais. Donc on a un petit peu ces deux facettes-là. Puis il y a une dernière question qu'on brûle de te poser. On est obligé de parler du coaching gagnant et des sorties de banc qui sont décisives. Alors on pense à Maison, à Bailou, à Diaye, à Barbaro. Comment est-ce que tu réussis à garder tout le groupe mobilisé? C'est une difficulté. Le job de coach, je pense, dans cette génération-ci, maintenant, c'est 70 à 80% uniquement le psychologique. Les 20 à 30% restants, évidemment, ça va être les principes de jeu, le système de jeu que vous allez mettre en place, les choses que vous allez proposer à vos joueurs, sans trop de restrictions, encore une fois, je le répète. Mais cette approche psychologique, elle est primordiale. Sans compter que on travaille encore pour le moment un petit peu à l'aveugle à Kerjeng, c'est-à-dire on n'a pas de data à analyser, que ce soit en termes de GPS, cardio ou autre. C'est un souhait du club, c'est en projet, on leur a déjà demandé, on ne va pas leur mettre la pression par rapport à ça, bien évidemment. Mais donc ça vous oblige, en tant que staff, et ça encore une fois je dois les remercier, dans ce travail collaboratif, c'est qu'on est constamment en contact de nos joueurs. Et c'est ultra important en fait de garder, en particulier dans un club comme Kerjeng, un groupe solidaire avec justement cette identité, de pouvoir avoir de temps en temps des changements de poste. Voilà, donc vous avez cité certains noms. Tout comme on les avait cités dans les buteurs tout à l'heure. Oui. Voilà, je veux dire, aujourd'hui, si je regarde mes deux attaquants de pointe en prenant Idir Boutrif et Brian Maison, je pense qu'ils se partagent le temps de jeu. Ils sont aux alentours des 55% de temps de jeu, coupe compris, et ils ont quasiment le même bilan en termes de buteurs. Mais ça aussi, ça permet en termes de gestion de groupe de continuellement avoir de la fraîcheur aussi sur le terrain, ce qui est hyper important, et en particulier dans des semaines anglaises comme celles dans lesquelles on vient de terminer, ou éventuellement lors de la reprise où les terrains vont plus que probablement être encore assez lourds et groggy de l'hiver. Bon, alors cette fraîcheur et cette profondeur de banc, on va en parler tout de suite après cette petite page de publicité en abordant la lutte pour le titre. À tout de suite. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec notre invité David Vandenbroek, le coach de l'UN Kerjeng, et puis mes comparses Boris Saint-Jalm et Thomas Kaufmann, à qui je vais poser ma fameuse question débat. Messieurs, après hier à la victoire de Dudelange contre Strasson assez largement, 4-1, après une énième victoire, la 7e d'affilée, toute compétition confondue, de la Terre de Bissonne, et après l'écueil de Differdange tenu en échec par l'UN Kerjeng, messieurs, va-t-on assister à une lutte à 4 pour le titre? Thomas.
En tout cas, le titre est totalement relancé parce que là, on pouvait s'attendre en début de saison à peut-être avoir une hégémonie de Differdange et qu'on allait sortir en décembre avec je sais pas combien de points d'avance et quasiment un suspense plié. Là, on va se retrouver en février quasiment avec un nouveau championnat, comme si tu reprenais la saison avec le même nombre de points. Là, il y a juste un petit écart de 3 points. Hein. Donc voilà, tu as 15 matchs, 4 équipes. Et ça va être intéressant à suivre et surtout qu'on peut se demander si les dynamiques seront les mêmes en février parce qu'avec ces 2 mois d'interruption, on ne sait pas si Differdange va revenir en boulet de canon ou si Bissen va perdre du rythme. Mais il faudra voir sur le long terme, après cette pause de 2 mois, s'ils sont toujours au top. On leur souhaite en tout cas et ça va être intéressant à suivre. Bon, pour Thomas, en tout cas, ça va être une lutte à 4. Après, t'es jamais à l'abri qu'il y ait une équipe qui se calme un petit peu à la reprise, mais ce qui est super, c'est que là, le 4e a 3 points de retard, alors que lors de la dernière trêve, le 2e, il en avait 7 de retard sur le FCD 03, où globalement, même s'ils avaient perdu Jorginho, où on se disait, en fait, ils étaient vraiment au-dessus. On se posait la question sur les dernières semaines, est-ce que Differdange n'est pas un peu moins fort que la saison passée, mais les résultats corroboraient pas vraiment cette idée-là. Là, tu vois sur les 4 derniers matchs. Justement, tu vois que sur les 4 derniers matchs, 3 points. Et puis surtout, moi, ce qui me fait un peu tiquer, c'est qu'on des équipes supposées plus faibles. Alors, le Progrès, c'est toujours particulier, c'est un derby. Ouais. Mais par exemple, hier contre Kerjeng, tu as fait un match où tu t'es fait marcher dessus contre Strassen, notamment en deuxième mi-temps, il y a 4 jours. Tu dois arriver contre une équipe qui joue le maintien, que tu es censé dominer. Et en fait, sur les premières demi-heures, tu es censé montrer que tu vas taper du poing sur la table, tu vas te remettre à l'endroit. Et en fait, Differdange, il y a des moments où il laisse la balle pendant de longues périodes à Kerjeng, qui est certes à domicile, mais qui est un promu. Donc, tu es censé... En fait, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être moins polyvalents dans ce qu'ils faisaient, par exemple, leur force la saison passée. C'est-à-dire que la saison passée, tu les voyais même capables de délaisser un peu le ballon, mais la solidité défensive, elle était tout autre. Là, Differdange, ils prennent des buts maintenant, c'est plus la meilleure défense, c'est la jeunesse. Et c'est vrai que tu te demandes un petit peu si... comparé en fait aux 3 autres équipes de tête, c'est pas l'équipe qui est le plus dans le dur en ce moment. Thomas l'a dit, on va voir si Bissen, c'est sûr qu'ils vont pas faire 25 victoires d'affilée, en tout cas je pense pas, mais Bissen c'est super costaud. Strassen, ce serait pas possible parce qu'ils en sont à 7 et il en reste 15. 10 victoires en 11 matchs, mais bon voilà. Mais c'est vrai. Sur cette dynamique-là, Strassen, on a vu que justement contre le FCD 03, c'était une équipe qui était capable d'élever son niveau. Dudelange, c'est l'équipe un peu, je vais dire, football champagne, très offensive, capable de battre n'importe qui, avec des anciens qui sont, pareil, les Kirsch, les Moren, qui sont très importants dans cette idée, on va dire, de structurer le collectif. Ouais. Donc au final, moi je pense que ça va être une vraie lutte, et je pense qu'il n'y aura certainement pas l'écart de la saison passée, je crois que c'était 18 points, Differdange qui finit devant Strassen. Donc c'est cool même pour nous, en tant que médias, journalistes, de dire voir du suspense. Voilà, on va avoir des choses à dire, ça va être sympa. Est-ce que cette lutte pour le titre, elle va se jouer à 4 selon toi, coach ? Selon moi, très clairement, oui. Parce que dès le mois de février, toutes les cartes sont redistribuées et tout le monde a le même jeu en main. Il n'y a plus de match européen, il n'y a plus rien du tout. Il y a simplement éventuellement la coupe qui peut encore rentrer en ligne de compte. Il ne faut pas oublier non plus que par rapport à la dynamique, je dirais, de Differdange, loin de moi l'idée de vouloir les protéger, mais je reste un ancien Differdangeois aussi. Ils ont quand même 8 matchs de compétition européenne en plus dans les jambes. Ils ont une préparation, donc en fait, eux sont quasiment occupés depuis 7 mois en continu. Dans un système de jeu, c'est vrai, où certaines absences, vous avez dit Trani par exemple, qui lui est aussi bon défensivement qu'offensivement, vous trouve des solutions, vous ramène les ballons et des choses comme ça, même si je trouve personnellement qu'un Roche fait très bien c'est vrai, depuis qu'il est revenu, oui. Le job au milieu, mais c'est aussi un système de jeu 3-4-3 où les animations sont parfois un peu plus difficiles à avoir parce que vous avez un milieu à 2, il faut des bons joueurs de foot qui sont capables à la fois de bien défendre mais aussi de ramener les ballons un peu plus haut. Donc voilà, mais je pense que c'est surtout une question de fraîcheur concernant Differdange. Je pense que cette trêve arrive au bon moment. Fraîcheur physique, mais fraîcheur mentale aussi. Ouais. C'est-à-dire que les mecs, comme le disait David, ils ont repris 6 semaines avant, un gros mois avant tout le monde. Donc forcément, là, la trêve va faire du bien et arrive vraiment au bon moment. Puis on sentait que la confiance était en baisse sur ces derniers matchs. Là, ils vont pouvoir... couper vraiment. Exactement. Bon, comme moi, je vais vous couper parce qu'il faut qu'on avance. Allez, on avance. C'est terminé pour 2025 pour notre BGA League, mais c'est pas terminé sur toutes les pelouses du Grand-Duché. On passe au News Express avec la Ligue 1 Dames qui va
terminer sa mi-saison seulement mercredi et même samedi avec un match en retard. Et puis il y a eu de la Ligue 1 Dames avec cette 12e journée qui s'est déroulée samedi avec Differdange qui a battu Kergeng 8-0, Young Leinster qui a battu Mamers 4-0, Bettembourg qui a battu Diekirch 2-1. Elle a infligé 9-1 à Wormeldange et enfin le Racing a battu le Swift 3-1. Alors juste une question, est-ce que le Racing a définitivement tué cette fois-ci tout suspense en Ligue 1 Dames? C'est qu'ils ont 6 points d'avance et que je crois que Differdange a un match en retard quand même. Oui, tout à fait, contre Diekirch qui se jouera samedi. Bon, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux les faire tomber, faudra les battre. Et ces dernières saisons, on a bien vu que c'était super compliqué. Là, elles ont presque une dream team, j'ai envie de dire. On a vu le parcours qu'elles ont fait en Coupe d'Europe. Donc, moi, je reste sur le Racing. Je ne veux pas être très original. Surtout que si là, ça se joue à la différence de but, elle compte, je crois, 87 buts d'avance. On est à plus de 87, donc ça va être compliqué. Ça jouait également en promotion d'honneur, puisque Mersch a battu le Fola 4-2, Valferdange a battu Belval-Belvaux 2-1, Luxembourg City a battu Berbourg 2-1. 2 buts partout, c'est le score entre Chifflange et Wiltz. Feulen s'est imposé à Cupchen 3-1. Rumelange s'est imposé sur la pelouse de Monderkange 4-2. Lorenz Weiler a battu Steinsel sur sa pelouse 3-2. Et le match entre Etzella et Bettembourg aura lieu mercredi, tout comme le match en retard Mersch-Wiltz, avec une PH avec des cartes redistribuées. Rumelange en tête devant le Fola, Feulen et Valferdange. Allez, Boris, gratifie-nous de ta spéciale PH. Ouais, non, mais je regarde plus forcément les places, le classement, mais je regarde les points en fait maintenant, parce que Wiltz, typiquement, qui a un match en retard, qui est 7ème, s'ils gagnent, ils peuvent passer deuxième. Ouais. Donc en fait, c'est là que tu vois qu'il y a une grosse densité. On a l'habitude en promotion d'honneur, et c'est un championnat qui est vraiment très difficile. Et certes, on peut se dire parfois les équipes qui redescendent, il y a un gros écart entre BGL et PH. Une fois que tu es en promotion d'honneur, tous les matchs, c'est dur, parfois des pelouses compliquées. Donc non, on continue de suivre, mais moi, je me détache un petit peu du classement. Troisième info, le staff du Racing, à savoir Romain Ruffier et Delvin Skenderovic, était à la PSG Academy pour parler de formation des jeunes. Messieurs, c'est une bonne nouvelle de voir qu'on s'inspire des meilleurs. J'aime bien quand tu dis ça, Marco. Non, oui, c'est vrai que c'est super. En plus, on le sait, le Racing, c'est l'académie. L'académie, c'est vraiment un sujet phare. Et le PSG aussi est un des meilleurs clubs formateurs de France. Voire du monde, il y a un gros vivier en région parisienne, donc évidemment que c'est intéressant de voir comment les meilleurs travaillent, et évidemment que c'est intéressant de s'inspirer de ça. On verra ce que ça donne, mais en tout cas, c'est vrai que le Racing nous a habitués à sortir des jeunes, on le voit d'ailleurs, ils n'hésitent pas à leur donner leur chance, même en équipe première. Donc évidemment que c'est intéressant. Puis si ça peut créer des passerelles aussi, ça pourrait être bénéfique pour nous. Ça compense. Si on a Fabio Domingos qui est déjà chez les jeunes du PSG, si à terme on peut avoir des jeunes luxembourgeois dans ces équipes de Youth League se montrer aux yeux des top teams européennes, ce serait vraiment un plus pour notre football. Ou des jeunes qui n'ont pas forcément où le gap pour être au PSG est trop gros et qui viennent faire leurs preuves. Aussi. Ça te plairait ça, David, j'imagine, de récupérer des gens du PSG Academy? Très clairement, de toute façon, le monde du foot fonctionne comme ça, de toute façon. Donc si on peut récupérer des joueurs de qualité, qu'ils soient jeunes ou non, ça ne change absolument rien. Évidemment qu'on est preneur. Mais on ne lui parle pas d'âge à David Vandenbroek. Très bien, merci beaucoup d'avoir été sur le plateau, messieurs. On se rejoint, attention, pas la semaine prochaine, mais dès jeudi pour une spéciale Champions League. Soyez bien au rendez-vous. Et c'est l'occasion pour moi de remercier le champion. Cette fois-ci, c'est David Vandenbroek, notre invité. Merci d'avoir été avec nous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de la saison? Est-ce qu'on part d'une feuille blanche? Et qu'on parle pas de maintien surtout. Du coup c'est compliqué pour dire tout ça. Non, évidemment de pouvoir travailler convenablement et de continuer à progresser et d'atteindre l'objectif. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Nous on vous dit rendez-vous à jeudi donc pour ce Clubhouse spécial Champions League. Allez, bye bye. Ciao.